Dis-moi, petit, quand est-ce qu'on y va? J'ai plein de choses à te dire. Je vais commencer par parler des conférences que je faisais sur le train d'Épingle. Oui, intéressant, effectivement. Ouais. Voilà, alors le train d'Épingle, c'est un petit train qui traversait le Var, de Grasse-Draguignan-Mérargues. Il a été construit à la fin du 19e siècle, 1886-87 à peu près. Et Draguignan était le centre de cette ligne. C'est-à-dire que à Draguignan, c'est là où il y avait le stockage des machines, des wagons, des voitures. Il y avait des hangars, il y avait des ateliers de réparation, de carrosserie. Enfin, c'était vraiment le centre. Et ce petit train, qu'on appelait donc le train d'Épingle, s'est arrêté en 1951. Voilà, la société a fait faillite. C'est le chemin de fer de Provence. Et voilà, donc mes conférences étaient animées par... j'avais fait un truc de projection vidéo. Alors ça consistait à projeter de tous les bleds que ce petit train traversait. Ça consistait à présenter les gares d'autrefois, à l'époque, cette époque-là, dans des cartes postales anciennes dont je faisais la collection. C'est un peu grâce à ça que je les ai eues. Oui, donc tu as bénéficié de toutes les cartes postales pour pouvoir construire vraiment ta conférence et montrer quel que soit le visuel. Et à partir de là, tu as fait un diaporama en expliquant... voilà, un diaporama. Voilà. Et ensuite, je ne me suis pas contenté de ça. Je suis allé sur place. J'ai fait toute la ligne pour aller prendre en photo ce qui restait. C'est-à-dire les anciennes gares. Alors certaines, elles étaient habitées, certaines, elles étaient abandonnées, certaines, elles servaient d'entrepôt. Après, j'ai aussi pris en photo les viaducs qu'on a. On a beaucoup de viaducs du côté de Grasse. Les ponts, les tunnels. Enfin, j'avais fait un truc phénoménal. Et d'ailleurs, certains ont été détruits, pour certains viaducs et ponts... Ouais, un a été détruit, mais il est sur les Alpes-Maritimes. Près de Vence. Ouais. Et celui qui a été détruit dans le Var, c'est à Tanneron, mais il était métallique. Voilà. Donc c'est une voie ferrée qui a été établie avant la guerre et qui, après la guerre, quelques années après, a fait faillite, malgré l'utilité et la renommée de cette voie-là. Et je crois qu'il y a eu pas mal de péripéties aussi dans cette entreprise après. A été repris par plusieurs familles pour arriver à... D'accord. Et actuellement, ils sont en train d'utiliser le circuit, on va dire, pour le faire pédestre, pour les chevaux et pour les vélos. Par endroit, il y aura aussi les automobiles qui passeront parce que depuis 1951 que la voie a été supprimée, après ils ont levé les rails, ça a alimenté des campagnes. Donc il y a beaucoup d'endroits, comme du côté de l'Orgue par exemple, où on emprunte cette voie pour aller dans les campagnes en voiture, mais c'est pas large quoi, c'est... Voilà. C'est une voie réhabilitée en fait. Voilà, mais plutôt piétonnière, cycliste, les chevaux. Parce qu'effectivement, l'avantage de ces voies, c'est qu'elles sont planes et avec une faible pente de manière générale. C'est vrai que du coup, ça est beaucoup utilisé par les vélos, les chevaux parce que c'est plus facile, la marche pédestre. Et effectivement, comme c'est une voie unique,
on a difficulté de faire dépasser 2 voitures, malgré l'élargissement de la voie. En fait, ils ont fait des... Oui, alors, pour pouvoir aménager ça pour les véhicules, ça a été fait quand même de manière moderne. Ouais. Donc, à chaque partie de certaines régions, chacun a fait comme il pouvait pour essayer de réhabiliter ça, en fait. Ouais. D'accord. Alors, du coup, tu as parcouru... Alors, tu m'as signalé que tu avais fait des photos. Et donc, tu as aussi, en plus des cartes postales, des photos que toi-même tu as prises. Et ouais. Et j'ai fait le diaporama avec tout ça. J'ai fait un concentré de tout ça. C'est effectivement très intéressant pour ceux qui aiment un peu s'interroger sur les liens qu'il pouvait y avoir. Parce que c'est quand même une voie ferrée. Il y a beaucoup d'histoires derrière tout ça, qui sont des histoires de famille, des histoires des utilisateurs aussi. Et d'autant plus que même ça a été utilisé par la guerre de manière générale. Ouais. Donc tout ça, tu as rassemblé... tous tes efforts étaient orientés sur cette voie pendant combien d'années, du coup, pour arriver à mettre en valeur l'ensemble de l'histoire? Alors, du coup, ça a pris du temps. C'est difficile à dire parce que la collection de cartes postales, je l'avais faite. Je l'ai fait pendant des années. Donc, j'avais ma collection. J'avais tout de près. Le plus long, on va dire, ça a été d'aller sur place après et de prendre les photos de ce qui restait, quoi. Hein, mais disons que ça m'a pris, on va dire en gros 2 ans, hein, même pas. Est-ce que tu as en souvenir les quelques images de quelques endroits qui t'ont marqué, de ces photos, de ces endroits que tu as visités? Celles qui t'ont un peu... Le plus spectaculaire, c'est les viaducs qu'il y a eu, hein, du côté entre Draguignan et Grasse. D'accord. Il y a de splendides ponts ou des viaducs là, que pour l'époque, c'était sacré boulot. Hein. Et après, du côté de Draguignan-Mérac, c'est dans les Bouches-du-Rhône, hein, juste à la limite, à l'entrée du département. Là, il y a des tunnels. Je crois qu'il y a 6 tunnels là. Bon, un tunnel, c'est un tunnel, hein. Mais ils sont quand même arrivés, ils n'étaient pas abîmés. Ils sont arrivés qu'on repasse à l'intérieur, là, enfin, on les traverse. On dirait qu'ils sont neufs. Tellement ça a été bien protégé. D'accord. C'est vrai qu'on utilisait quoi, la dynamite à l'époque et ouais. Ouais, donc c'est fait main et pas avec les ustensiles modernes. Ouais. Tu nous as signalé que tu as fait le parcours entier. Ouais. Mais tu l'as fait du coup à chaque fois à pied? Non, en voiture. En voiture? Ah ouais, j'ai fait en voiture et quand je ne pouvais pas passer parce qu'il y avait des arbres qui avaient poussé au milieu de la voie. D'accord. Que j'ai pris en photo d'ailleurs, que j'ai présenté. Quand je faisais mes conférences, je dis regardez, chez vous là, comme c'est en ce moment, ah ben on connaît, on le sait. Ouais. Des pins comme ça au milieu. Hein. D'accord. J'allais à pied. Et oui, parce qu'au final, ça fait un certain nombre d'années que c'est plus utilisé. Donc la nature a repris ses droits. Et d'avoir des arbres de cette grosseur-là, ça fait à peu près 50 ans, quoi. C'est ça, il y a des arbres qui ont 50 ans. D'accord. Ouais. Et que là, je ne suis pas allé voir, hein, parce que maintenant je ne m'en occupe plus, mais du fait qu'ils vont remettre la voie, comme je t'ai dit, piétonne et tout ce qu'on veut, là, ils vont les couper, ça c'est certain. Ils vont les lever. Hein. Et donc sur Draguignan, la capacité logistique qu'on avait à l'époque pour cette voie, tu nous as signalé qu'elle était très importante. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails là-dessus? Parce que y a très très peu de gens qui savent à quel point c'était très important. Il y avait un retournement possible des locomotives. Donc, un pont tournant. Un pont tournant qui existe un peu encore de nos jours, parce qu'on peut le voir dans le parc. Attention, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Le pont tournant que l'on voit encore actuellement, qu'on le devine, c'est le pont tournant, c'était le PLM. C'est-à-dire, maintenant, c'est la SNCF. À l'époque, ça s'appelait PLM. Paris, Lyon, Méditerranée, pas Marseille. Hein. Et Draguignan, pour le PLM, c'était terminus. D'accord. Ça fait que la locomotive, elle allait un peu plus loin, là. Il n'y a pas beaucoup, il y a 200 mètres. Hein. Et ils avaient fait un pont tournant, et ils tournaient la locomotive, voilà. Mais à Draguignan, sur la ligne du train d'Épine, d'ailleurs, on le voit en photo sur la vidéo que j'ai fait là, il y avait aussi un pont tournant,
Parce qu'ils s'en servaient pour autre chose, oui, c'est pour les wagons, pour les réparations. Pour les réparations et tout ça, ouais. Il faut voir, j'ai des photos, moi, là, qu'on voit que l'importance que ça avait à Draguignan. Hein. Il faut voir. Et puis moi, je l'ai connu aussi. Ah oui. Eh bien oui, moi, je suis né en 47. D'accord. Et je l'ai pris, moi, le train d'Épines. Sur les dernières années. J'avais 2 ans, mais je ne m'en rappelle plus. Oui. Parce que nous, on avait une campagne au selve, que j'en parlerai un peu plus tard. Là. On avait une campagne au selve, mes grands-parents. Et ma mère, elle montait jusqu'au col de l'Ange. Et au col de l'Ange, il nous lâchait le train. Et on partait à pied après pour rejoindre la campagne. Il y avait encore 5 km à faire à pied. Ah oui, quand même. À l'époque, on lésignait pas. Hein. On n'avait pas peur de marcher à pied. Mais c'était un gros avantage de pouvoir bénéficier de ce transport-là. Ouais. Quel coût pouvait-il avoir par rapport à la vie d'époque? Parce que c'était pas cher. C'était pas cher. Non. Oui, parce qu'il y avait quand même pas mal de familles qui étaient en campagne et qui devaient faire des trajets réguliers. Ouais. La seule chose, c'est qu'il n'allait pas vite. Hein. Oui, effectivement. Il porte son nom pour ça ou pas alors, du coup le train d'Épines, il y a plusieurs, comme on dit, il y a plusieurs façons de penser à ce que ça voulait dire le train d'Épines. Oui, c'est des légendes finalement. Oui, des légendes. Mais la plus qui court, c'est qu'il allait tellement doucement. D'ailleurs, le col de l'Ange à Draguignan, du pont d'Ops pour monter au col de l'Ange, elle était réputée, cette montée. Et il paraît qu'il montait tellement doucement que les gens avaient le temps de descendre, de ramasser des pommes de pin, tu vois, et remonter dans le train et en avant. Mais ces pommes de pin, ça servait pour allumer le feu à la maison. Alors qu'il y en a qui disent, ça servait pour alimenter le foyer, tu parles. Tu as déjà vu une pomme de pin à l'allure qu'elle brûle? Ouais, ça ne marchait pas. Le potentiel... Qui les mettent dedans, je veux bien, mais pas qu'on dise que ça servait pour chauffer la machine. Hein. La machine, il y avait le charbon, il y avait les briquettes d'ailleurs, des petites briquettes. Spéciales. Que j'ai jamais pu en trouver une d'ailleurs. Et voilà, on avait le temps de ramasser les pommes de pin, hein, c'est appelé le train d'Épines. Donc effectivement, sur l'idée simple de dire que la pomme de pin, la pigne, peut alimenter le départ d'un feu de bois. L'allumer, oui. L'allumer. Mais pas après le... Mais pas faire chauffer toute une machinerie de locomotive, surtout tu rigoles, dit. Il fallait voir les foyers qu'il y avait, ça carburait. Hein. Donc, la plupart des légendes par rapport aux noms donnés, c'est juste le social, le comportement du train et la petite critique qu'on en avait à l'époque pour ce genre de matériel. C'est ça. D'accord. Mais du coup, qui a fait sa renommée, parce que maintenant... Et voilà, quand tu parlais du train d'Épines, d'ailleurs, il existe toujours, du côté des Alpes-Maritimes. Il part de Nice et il va à Digne. Et l'été, pendant presque 3 mois, ils ont refait une partie de la voie de Puget-Ténier à Notes avec un train à vapeur. Ah, ils ont... Oui. Et des vieilles voitures, des vieux wagons. Effectivement. Moi, je l'ai fait d'ailleurs 2 fois. Tu l'as refait. Ah ouais, c'est beau. Hein. Ça à vivre, ça. C'est quelque chose de particulier. Ah ouais. Et malgré tout de même, la partie qui est faite de Nice à Digne, elle est faite à ce moment-là par un autorail, là, un truc à diesel. Diesel, moderne. Moderne. Ah, c'est splendide. Oui, puisqu'en plus... c'est pittoresque. C'est pittoresque. Oh, ce que c'est beau. C'est repris par une association de bénévoles. Qui s'appelle quand même les chemins de fer de Provence. D'accord. Donc au final... c'est une association. C'est une association qui a réussi à s'occuper de la voie en elle-même, à essayer de rénover... De la voie, non. Non. Non, parce que la voie, c'est le chemin de fer de Provence qui s'occupe de la partie Nice, parce que à un moment donné, la portion de Puget-Ténier à Notes, c'est la même portion où il passe le train de Nice à Digne, hein, l'autorail.
les passionnés se sont orientés à refaire vivre les anciens matériels, donc la locomotive à vapeur. Ah ouais, ça oui. Et profiter de justement des matériels modernes pour continuer à faire le transport des touristes et des habitués sur cette ligne-là. Ouais. Donc du coup, là jusqu'à présent, on a une sorte de lien entre le passé et le moderne. Mais qu'est-ce qui a, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a vraiment motivé la création de cette ligne, puisqu'elle est assez longue et donc il a fallu... celle qui traversait le Var, hein. Oui. Alors voilà, il se trouve que ça vient de l'armée, ça. Les militaires, les généraux, tout ce que tu veux, là, les hauts gradés, ils disaient, à l'époque, il faut qu'on construise une voie ferrée en milieu du département, parce que si un jour on est envahi par la mer, on puisse se défendre. Parce qu'il y avait déjà une voie, le PLM, au littoral, depuis 1860, 25 ans avant. Il y avait déjà un train, mais partie littorale. Si jamais il y a un débarquement, cette voie, elle est... Hein, tu vois ce que je veux dire? Exactement. En quelques heures, il n'y a plus rien. Hein. Et donc, ils seraient coincés parce qu'ils n'ayant qu'une voie, ils n'auraient pas le moyen de faire Alors, il faut construire une voie plus haute pour qu'on ait le temps de se défendre. C'était un peu ça l'argument de l'époque. Et de ce fait, mais il y a eu quand même après une utilisation assez quotidienne des particuliers, en fait, au final. Donc, ils avaient quand même prévu une partie touristique dans l'utilisation pour justement récupérer de l'argent et le rendre rentable. Mais la première motivation, c'est aussi pour les politiques d'asseoir le fait qu'il y a une seconde assistance de logistique ferroviaire. Un peu de défense. De défense dans un petit peu l'arrière-pays par rapport au littoral. Et d'ailleurs, cette ligne, ce sont deux bonhommes, des particuliers qui l'ont fait faire. Hein. C'est le privé. Hein. Le maire de Saint-Raphaël et un autre, c'était un baron que là, j'ai plus le nom, hein, il m'est parti là. Ce sont deux bonhommes dans le privé qui ont fait construire. Hein. Donc, ils ont assumé par leurs propres moyens d'entreprise et ensuite soutenus par les différentes régions, la France de manière générale. Donc, ça va être politique française carrément qui a appuyé la construction parce qu'il a fallu quand même abattre des rochers, des forêts, aplanir les terrains. Il y avait plusieurs entreprises qui travaillaient. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'elle a été vite construite. Parce qu'ils avaient fait des appels d'offres et ils avaient découpé la ligne en plusieurs morceaux. D'accord. Ça fait que pendant qu'ils travaillaient là, ils travaillaient là, ils travaillaient là et ils travaillaient là. C'était pas la même entreprise. Oui. Tu vois qui avançait doucement. Là, non, ils avaient tronçonné. Et ce qui fait qu'à un moment donné, pouf, en 1887, c'est ce qu'on appelle la répartition des tâches, quoi, en fait, au final. Et aussi, de fait, de ne pas avoir à soumettre un budget important à toujours une seule et même entreprise, ça a permis de rendre plus rapide la construction, de manière générale, de la voie. Et au niveau du matériel en lui-même, le confort était comment, en fait, à l'époque? Parce que est-ce que la reconstitution de la locomotive...